nous rejoindront. Bonjour à toutes et tous. Juste pour information, avant que on débute la veille, je vous informe qu'en fait cette veille elle est enregistrée. L'idée est de pouvoir ensuite la mettre à disposition sur le site internet de la Fondation dans un premier temps, donc d'ici la fin de la semaine, et ensuite la mettre à disposition aussi sur la chaîne YouTube de la Fondation. Comme ça, elle est en open source et ça permet à tout à chacun de pouvoir en fait l'utiliser quand il le souhaite, notamment pour les personnes qui pourraient ne pas être présents à cette veille. Hop, alors, normalement, voilà, vous devez normalement avoir la veille qui apparaît. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon? Oui, Ok, c'est bon. Oui. merci. Eh Ouais, c'est bien, bon. c'est parti. Donc, quelques mots avant de rentrer directement dans la veille. Donc, bienvenue en tous les cas à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui éventuellement nous rejoignent pour la première fois, puisqu'au niveau de nos actualités, nous avons fait le choix au niveau du pôle formation recherche de la Fondation de la Croix Saint-Simon d'ouvrir en fait cette veille à la fois par l'envoi de la veille de manière dématérialisée et puis par l'invitation des formateurs occasionnels qui interviennent au niveau du pôle sur l'ensemble des veilles qu'on réalise tout au cours de l'année. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la veille est enregistrée, elle sera rediffusée ensuite sur la chaîne YouTube de la Fondation. Alors, quelle est la raison pour laquelle, en fait, on a souhaité élargir en fait cette veille et l'exploitation de la veille? Eh bien, c'est bien évidemment en lien avec la certification Calliope. Et on a donc le référentiel national qualité en version 9 qui nous invite en fait au niveau du critère 4, indicateurs 21 et 22 à renforcer, en tous les cas à maintenir les compétences des formateurs avec lesquels on est amené à travailler. Et puis, il y a bien évidemment le critère 6 avec trois niveaux d'indicateurs 23, 24, 25 qui correspondent à la réalisation des veilles. Le 23, c'est la veille légale réglementaire. La 24, c'est la veille métier. Et la 25, c'est la veille technopédagogique. Donc, en fait, l'idée, c'est de répondre à ce référentiel national qualité et puis aussi de partager ensemble l'ensemble des veilles. Régine, je te laisse la main pour la suite. Nous sommes un groupe pilote qui réfléchissons autour de la veille. Donc, comment on fait la veille, pour qui, comment on la diffuse. Et cette question du comment, ça a donné lieu justement au webinaire. Donc, on en fait 3 par an qui viennent après la veille que j'envoie tous les 2 mois. Donc, c'est moi qui fais la veille, moi documentaliste, en fonction des critères Calliope, donc des indicateurs Calliope, veille réglementaire, donc en santé, du point de vue social et en formation, hein, c'est ce qui correspond à nos instituts de formation. La veille métier et la veille, tout ce qui concerne les actualités techno-pédagogiques, donc tous les nouveaux outils pédagogiques, les nouvelles technologies. Donc, les webinaires, il y en a 3 par an. Et nous, justement, j'en profite pour dire que nous sommes ouverts. Hein, nous serions ravis si parmi les personnes qui nous écoutent, certains veulent participer au webinaire et faire une présentation des dernières actualités. Voilà. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais transmettre la parole à Franck. Ok, alors juste avant que je prenne la parole, j'autorise quelqu'un à rentrer. Voilà. Parfait. Alors, on va commencer la veille. Donc, on va aller sur
la référence sur la référence 5 et l'indicateur 23, donc la veille légale et réglementaire, et on va faire aussi une veille, on va commencer par une veille qui est plus juridique que légale et réglementaire, ce qui me semblait important dans nos domaines d'intervention, en tous les cas pour le monde de la santé en règle générale. C'est de vous présenter de manière assez succincte un arrêt en fait qui a été publié le 16 octobre 2024. C'est un arrêt de la Cour de cassation d'Aix-en-Provence. Donc juste pour donner une définition, un arrêt c'est une décision de justice qui est rendue par des hautes juridictions, que ce soit des cours d'appel ou des cours de cassation entre autres, et qui a le pouvoir en fait de confirmer ou d'infirmer un jugement. Donc en fait, dans la situation qui nous intéresse, alors l'exposé du litige, eh bien, c'est un patient qui a porté plainte suite à une arthroscopie de la hanche donc, qui a été réalisée par un chirurgien orthopédiste. Et au décours de l'intervention, il y a une rupture de la broche guide métallique qui est survenue. Et suite à des douleurs persistantes que ressentait le patient, le patient a demandé à ce qu'il y ait une expertise en référé et qui a permis en fait de voir qu'au moment de l'intervention chirurgicale, il y a eu un problème avec la rupture en fait du guide qui a entraîné en fait des douleurs pour ce patient. Alors en fait, qu'est-ce qui est intéressant dans cet arrêt? Eh bien, c'est qu'il y a une inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'en droit français, normalement, c'est au plaignant d'apporter la charge de la preuve et c'est pas au professionnel, enfin en tous les cas, c'est pas à la personne qui est mise en accusation d'apporter la charge de la preuve. Alors, juste pour information, et ça c'est un élément qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde différents articles, notamment l'article 1142 alinéa du Code de la santé publique ou l'article 1353 du Code civil, la preuve de la faute d'un professionnel de santé, comme celle en fait que je vous présente, hein, eh bien, la preuve de la charge n'incombe pas au professionnel de santé, mais elle incombe au plaignant. Sauf que dans la situation présentée, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé en fait que la charge de la preuve ne revenait pas au plaignant, mais la charge de la preuve revient au professionnel de santé. Autrement dit, le professionnel de santé, donc le chirurgien, a été condamné à 3 000 € d'amende, tout simplement parce que, enfin simplement, c'est vite résumé, mais en fait, il n'a pas tracé dans son compte-rendu opératoire la technique et les recommandations de bonne pratique de la Société française d'arthroscopie. Et il n'a pas pu démontrer en fait qu'il avait mis en place et qu'il a respecté les bonnes pratiques de la Société française d'arthroscopie. Donc le juge a décidé en fait que la charge de la preuve ne revenait pas au plaignant, mais revenait aux professionnels de santé. Donc en fait, on peut imaginer que ça peut avoir des répercussions importantes sur les pratiques, alors à la fois médicales, mais aussi sur les pratiques pour l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit des médecins ou des paramédicaux. Et en fait, cet arrêt en fait incite les professionnels à renforcer leur rigueur dans la documentation et la communication des soins qui sont prodigués aux patients. Puis parce que si on n'est pas rigoureux dans la traçabilité de la réalisation des actes, on peut se voir incomber la charge de la preuve, c'est-à-dire démontrer en fait qu'on a mis en place les bonnes pratiques des différentes instances, que ce soit la HAS ou des sociétés savantes. Donc, il me semblait intéressant en fait de pouvoir présenter cet arrêt qui va modifier certainement un certain nombre de choses, dans un premier temps pour les médecins, et puis dans un deuxième temps, on peut imaginer qu'extenso, ça peut arriver directement sur l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit des infirmiers, des kinés, etc. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir utiliser cet arrêt auprès des étudiants, mais aussi des professionnels de santé, pour les inciter à être excessivement rigoureux sur la traçabilité des différents actes qu'ils sont amenés à réaliser auprès des patients. Voilà pour cet arrêté. Est-ce que vous avez éventuellement des questions ou
des observations, des commentaires avant qu'on passe à la suite. OK, parfait. On va passer à un autre point. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'indicateur 23. Assez rapidement pour vous présenter une enquête qui a été réalisée par l'ADARES et le CEREC sur la transformation de l'offre de formation. Alors c'est peut-être un petit peu petit, hein, je suis navré, mais voilà, je vais vous dire les points essentiels par rapport à cette enquête. Alors trois éléments sont ressortis de l'enquête. Tout d'abord, concernant les organismes de formation qui ont été créés entre 2018 et 2021, donc il y a un nombre important d'organismes de formation et notamment, majoritairement, ce sont des micro-organismes de formation qui ont été créés. C'est-à-dire que sur la création des organismes de formation entre 2018 et 2021, 72% en fait sont des micro-organismes de formation, c'est-à-dire des formations qui comptent soit un formateur ou deux formateurs. Alors, lorsqu'on regarde le chiffre d'affaires qui est réparti sur l'ensemble des organismes de formation, on se rend compte que majoritairement, ce sont des organismes à but lucratif qui ont un marché important, donc qui couvrent 49% du marché de l'offre de la formation. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, donc l'année qui vient de s'écouler, hors CFA, le budget total de la formation en France s'est élevé à 27,6 millions d'euros. Donc, vous voyez que c'est quelque chose un gâteau particulièrement important et c'est un domaine excessivement concurrentiel. Au niveau des entrées en formation, bien c'est majoritairement des organismes à but lucratif qui font le maximum d'entrées en formation et on va retrouver ensuite les établissements à but non lucratif et à la marge, on va retrouver à la fois les micro-organismes de formation et puis les organismes publics ou les organismes parapublics. Alors, un autre point qui est intéressant dans cette étude, c'est la sous-traitance des organismes de formation, puisqu'en fait, les organismes de formation peuvent sous-traiter une partie de leurs actions de formation. Alors, par rapport au référentiel Calliope en V9, les organismes de formation ne peuvent pas sous-traiter au-delà de 85% de leur offre de formation, c'est-à-dire que le plafond est limité à 85%, ce qui est déjà quand même assez costaud. Lorsqu'on regarde la répartition de la sous-traitance, et c'est quelque chose qu'en tous les cas pour la fondation, tous les cas pour le département de formation continue est transposable. Dans 82% des cas, les organismes de formation sous-traitent leurs animations de formation. Donc ça, c'est vraiment ce qui est majoritaire dans les organismes de formation. Et après, on a quand même une part beaucoup moins importante qui est de la sous-traitance dans 37% des contenus de formation. Et puis à la marge, on va trouver pour 9% de la location des locaux, 8% des outils pédagogiques et vraiment à la marge, 5% de sous-traitance de bilan de compétences. Et enfin, le troisième point qui est intéressant dans cette étude, c'est la part des établissements qui sont certifiés Calliope. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il y a aujourd'hui en France 128 137 organismes de formation qui sont répertoriés sur le territoire. Et sur ces 28 137 organismes de formation, 49% sont aujourd'hui certifiés Calliope. Majoritairement, on va retrouver en fait des organismes de formation à but commercial, donc 73% sont à but commercial. Ensuite, on va aller retrouver des établissements privés à but non lucratif, ça représente à peu près les 2 tiers, et juste en dessous, en fait, les établissements publics ou les établissements parapublics. Et puis, de manière moins importante, on va aller retrouver des micro-organismes de formation, ce qui s'explique aisément par rapport à la lourdeur que représente Calliope. Alors, bien évidemment, c'est une démarche qui est particulièrement incitative de rentrer dans la démarche de certification, puisque en fait, pour obtenir des fonds publics ou des fonds mutualisés, les organismes de formation doivent être impérativement certifiés Calliope. Donc, on peut comprendre qu'on a pratiquement 50% des appareils de formation aujourd'hui qui sont certifiés Calliope.
Voilà pour cette veille. J'ai été assez rapide. Vous retrouverez à la fois pour la veille juridique et puis pour la veille euh, qui concerne la transformation de l'offre de formation, les références sur le diaporama. Et puis, je vous ai mis aussi le QR code qui vous permet d'accéder à l'enquête. Et je passe la parole à Jean-François. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Franck pour ces éléments. Donc moi, sur l'apprentissage, c'est quand même mon sujet de prédilection. Ça vous aura pas échappé, donc la France a un budget. Donc le projet de loi de finances 2025 marque vraiment une étape très importante, enfin très importante, je ne sais pas, mais en tous les cas, une étape dans la politique de formation par la voie d'apprentissage avec probablement des réductions en termes de ce qu'on appelle de coût contrat, de coût pédagogique, où il y aura ça d'une part, et d'autre part, il y aura vraisemblablement un reste à charge sur les diplômes de niveau 6 et supérieur, un reste à charge pour l'employeur. Donc, très concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Parce que c'est ce qui nous intéresse quand même. C'est que niveau 6, donc c'est les assistants de services sociaux et les infirmières. Et que probablement, donc c'était quand même, alors assistant de services sociaux, on n'a pas encore commencé, mais on va commencer là à la rentrée. Infirmier, on a essayé de commencer, mais on a peu de candidats et peu d'employeurs, et que c'est quelque chose qui vient évidemment, qui ne va pas être très favorable à l'entrée en formation, notamment des étudiants en soins infirmiers, pour la simple et bonne raison que là, il y aura a priori 10% des coûts pédagogiques qui seront à la charge de l'employeur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que très vraisemblablement, il y aura une baisse des aides qui sont octroyées aux employeurs et dont certains bénéficiaient. Et que là aussi, ça aura un impact plutôt alors négatif, ça aura un impact, oui, on va dire négatif sur l'accueil d'apprentis au sein d'entreprises. Voilà. Pour les niveaux de diplôme 5 et inférieurs, il n'y a pas a priori de reste, il n'y aura pas de reste à charge employeur. On attend donc la publication de décrets qui ne devraient pas tarder, voilà, dans les jours prochains. Et autre élément important, c'est que les formations, alors qui sont dispensées intégralement, c'est bien marqué à distance, et il y a des formations pour lesquelles c'est le cas. Là aussi, il y aura une baisse des niveaux ce qu'on appelle des coûts pédagogiques. Voilà. Donc, il faut savoir que l'apprentissage, grosso modo, ça coûte à peu près, les chiffres ne sont pas toujours très, très clairs et ça dépend de ce qu'on met dedans, aux alentours de 20 milliards d'euros par an à la France, et que dans un contexte évidemment budgétaire plus que tendu, il fallait faire des économies et que l'apprentissage sera probablement… voilà. En tous les cas, il y a des économies qui seront faites sur la formation par la voie d'apprentissage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce… Juste une info par rapport à l'éventualité d'une diminution de la prise en charge des formations de distance. Aujourd'hui, en France, donc c'est les chiffres là qui viennent d'être publiés par la DARES, il y a 52% des formations qui se font à distance. Donc, imaginez bien que ça va avoir des répercussions particulièrement importantes pour les OF qui font en grande partie, voire pour certains en totalité, des formats distanciels ou des formats hybrides. Si le coût de prise en charge de ces formations distancielles sont diminués. Donc, ça veut dire que ça vient aussi re-questionner les modalités pédagogiques. Et pour certains organismes de formation, ça les invite à repenser leur modèle économique. Parce que quand on est totalement ou en grande partie dématérialisé, s'il y a une diminution des coûts de formation, ça va questionner leur stratégie économique. Est-ce que vous avez des questions sur ces informations? Bon. Et puis, a priori, non. Merci beaucoup. Merci Jean-François. On va passer la main à Stéphanie et Samira pour la veille métier, donc la référence 5 et l'indicateur 24 du référentiel Calliope.
Bonjour et merci Franck de nous avoir passé la main. Est-ce qu'il serait possible, Franck, que tu mettes enfin, le support en mode présentation? Oui, bien sûr, Parce pas de que du coup, souci. il est réduit et malheureusement, en fait, on ne peut pas avoir une visibilité de la présentation. C'est parti. Super. Tu n'as plus qu'à me dire pour changer les diapos et c'est parti. OK, merci bien. Bah, bonjour à tous, je suis Stéphanie Bulgaroni, je suis formatrice, sur la filière infirmière à l'IFPS, sur le site de Montreuil et j'ai sélectionné avec, ma collègue Samira Bila, aussi formatrice sur la filière infirmière, un article qui s'appelle «Décider en équipe soignante» dans la veille professionnelle de janvier dernier. Cet article, il a été publié le 6 novembre 2024 par Flavien Albaras, qui est cadre de santé, supérieur au CHU de Grenoble. Cet article, il sera accessible également, après la présentation à partir, de l'icône, article. Vous cliquez dessus et vous aurez l'intégralité, de l'article. La décision en équipe pour, les soignants est un acte courant que l'auteur, propose de questionner au regard des évolutions sociétales. En tant que cadre, de santé formatrice, nous formons des équipes de futurs en équipe, pardon, des futurs professionnels, de santé et il nous paraissait intéressant de nous questionner justement sur les conditions d'une collaboration décisionnelle efficace où le patient, prend place. Alors je vais laisser maintenant la parole à Samira qui va définir, justement ce que c'est que la décision, collective, dans le secteur de la santé. Donc, la décision médicale est un acte éminent et collectif. L'auteur a voulu mettre en avant sa définition de la décision collective. Elle se construit pour lui autour de 3 items. Donc, dans un premier temps, l'interdépendance des expertises. Dans une équipe, chaque professionnel a son rôle à jouer dans le projet de soins du patient avec sa part de vérité en fonction de ses savoirs et de ses compétences. Ce raisonnement clinique pluridisciplinaire nous aide à construire une intelligence collective autour du patient, ce qui permet une synergie collective pour avoir une vue globale de la situation du patient dans sa singularité. Ce partage de regard sur le patient nous permet d'apporter la décision la plus pertinente pour répondre à ses besoins. Dans un deuxième temps, il a voulu mettre en avant les savoirs, les différents savoirs, donc l'importance des perceptions, des intuitions et des sensibilités de tout à chacun. Il n'y a pas que des compétences qui rentrent en jeu dans le processus décisionnel, mais aussi les sensibilités à travers les intuitions et les perceptions partagées et explicitées par les différents membres de l'équipe. Donc, tout ce savoir expérientiel, excusez-moi, est important pour la prise en soin du patient. Décider ensemble nous aide à avoir une prise en charge globale et cohérente du patient, où chacun prend part à la décision collégiale. Donc, je vais passer la main à Stéphanie pour nous parler Du coup, des freins et des leviers Voilà. justement à cette décision, collaborative. Alors l'auteur, effectivement, il identifie dans cet article, plusieurs freins à cette collaboration, autour de la décision. Le poids des hiérarchies, avec, un pouvoir médical qui peut phagocyter, la parole des soignants. Par exemple, des soignants qui, seraient écoutés, mais pour lequel, ils ne seraient pas entendus dans la décision. Il parle, des barrières, statutaires qui peuvent induire de fait, un climat, insécurisant et ne pas laisser place en fait, limiter, la place des soignants puisque à travers ce biais, du jugement, de la crainte du jugement, ils s'auto-censuraient, voire même, ils resteraient en retrait, au niveau des échanges et de la discussion. On parle de spectre mou, du consensus mou, pardon. Il s'agirait là, à l'inverse, d'un excès de collégialité, où sous couvert de l'équipe, le sentiment, de responsabilité soit tellement dissous que la prise de décision deviendrait, complexe, voire même peu réactive. Ce qui sous-entend qu'il est nécessaire, hein, dans une décision, collective, de trouver un juste équilibre entre, la délibération partagée et un leadership, affirmé pour que les décisions soient prises. Enfin, l'autre frein qui est évoqué, ce sont les conflits. Lorsqu'il y a conflit interpersonnel entre membres de l'équipe, voire même entre services, entre structures, ça peut effectivement, limiter en tout cas cette collaboration autour de la décision. Ces freins, ils sont dommageables pour la prise de décision, en équipe, essentiellement pour le patient, qui pourrait être, de fait pris en otage avec, une équipe, qui soit incapable de statuer, sur, sa situation ou sur une situation plus complexe. Passons maintenant aux avantages, aux leviers positifs de cette, collaboration autour de la décision. L'auteur parle de valorisation des compétences.
Valorisation des compétences à travers la prise en compte des points de vue de chaque membre de l'équipe dans la discussion, dans la décision, où les membres de l'équipe, du fait, se sentiraient respectés et valorisés dans leur expertise, dans leurs compétences et dans leur savoir expérientiel. Le partage du pouvoir de la décision implique une responsabilité donc partagée. Dès lors qu'il participe à la réflexion, chaque personne devient co-responsable de la décision. Et ce partage de responsabilité, il a aussi comme effet de limiter le sentiment de décision subie à partir du moment où chaque membre de l'équipe a pris part à la discussion et à la décision. Cette démarche collaborative, elle a aussi comme avantage de renforcer le sentiment d'engagement, l'engagement dans un collectif, engagement pour l'équipe et pour le patient. Puisque, effectivement, depuis la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002, le patient a pris sa place dans la décision collective avec les soignants. Il est écouté, impliqué et engagé dans les décisions qui le concernent. Donc, vous l'avez bien compris, la collaboration décisionnelle, elle représente des enjeux éthiques, managériels et relationnels. Je vais passer la parole à Samira qui va vous présenter comment ce processus de décision collective doit s'adapter aux différentes évolutions. Donc, la décision partagée est un processus dynamique à l'épreuve des évolutions. Donc, elle se compose de quatre items. Donc, le parcours, les parcours. Donc, il y a un virage vers l'ambulatoire et un éclatement des parcours. Donc, il y a de nouveaux défis pour la synergie décisionnelle, l'ouverture sur les territoires et les collaborations avec les différentes structures du parcours patient. Donc, le temps aussi est très important dans cette décision partagée. Le temps de disponibilité des professionnels, la durée d'hospitalisation qui est aussi réduite et qui réduit aussi l'organisation, qui tend vers l'ambulatoire. Donc, il y a une prise en soin rapide et une décision qui doit être aussi rapide. Il y a aussi, les organisations sont aussi mises en jeu avec les contraintes médico-économiques et une accélération des rythmes. Donc, on se pose la question, dans quel temps pour la concertation? La collaboration décisionnelle demande du temps pour chaque acteur, mais cela se heurte à la réalité des organisations de travail qui réduisent les disponibilités de chacun au profit de l'efficience. Les innovations, donc l'innovation organisationnelle et managérielle, donc on tend vers un renouvellement des processus de décision et le management devient de plus en plus participatif et réflexif, et aussi par la mise en place de projets pour pouvoir décloisonner la prise de décision. Je vais passer la parole à Stéphanie pour la conclusion. Merci. Effectivement, plusieurs défis. On voit que le processus de décision en équipe doit s'adapter au fur et à mesure des dynamiques de la société. Décider en équipe, donc, elle nous aide à répondre au mieux à des situations qui sont complexes, à laisser place aux patients et puis à faire face à des patients aussi qui sont de plus en plus informés, de plus en plus exigeants dans une société qui se judiciarise de plus en plus. Alors, pour conclure, d'après Flavien Albaras, décider en équipe, ça permet bien de construire une intelligence collective pour répondre aux besoins du patient et est le fruit d'une collaboration interprofessionnelle efficace. Cet article, il a fait écho pour toutes les deux à notre expérience antérieure de soignante, mais il résonne très fortement également dans notre fonction de formatrice au service des futurs professionnels de la santé, car le défi de la collaboration interprofessionnelle autour de la décision ne semble a priori pas se limiter qu'au monde de la santé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que la décision collaborative, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que dans le milieu de la santé ou dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la formation, est-ce que vous vous sentez aussi concerné par ce processus de décision? Alors moi, j'ai juste un commentaire, Stéphanie et Samira, pardon. En fait, moi, ce que m'évoque en fait l'article, moi, je suis plutôt du côté des patients que du côté managérial. Désolé. Ou de la formation. En fait, moi, ça m'évoque trois choses. Effectivement, les savoirs d'expérience. Donc, je renvoie à toute la littérature sur les savoirs d'expérience, notamment la littérature de Mon corps, Jouette et Las Vergnas.
Ça qui est un élément important et qui est à mettre en fait en lien avec la certification des établissements de santé version 6 à celle qui vient de sortir, puisqu'en fait, dans les critères impératifs, il y a 18 critères impératifs. Il y a un critère impératif qui est l'expérience patient. Et l'expérience patient, c'est une modification très profonde de l'organisation hospitalière au sens large et qui intègre en fait la manière dont les patients sont intégrés dans la codécision. Et en fait, cette expérience patient est à mettre en lien avec le modèle de Montréal qui a été créé en 2012 à l'Université de Montréal et avec Vincent Dumez et qui pose la question justement de la codécision en fait sur la codécision pour le patient et pour les équipes. Oui, bien sûr. Ah ouais. Ce pouvoir qui est partagé maintenant, qui n'est plus uniquement médical, hein, mais qui est partagé auprès des équipes soignantes en intégrant le patient. Ouais. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, des questions? Alors, dans la formation, nous, on expérimente, enfin, c'est pas qu'on expérimente, hein, c'est que le pouvoir, il est partagé surtout sur certaines instances où l'étudiant, l'apprenant, fait partie intégrante justement de la décision, par exemple dans les voilà, j'ai Dans les sections dans les sections disciplinaires et pédagogiques où les représentants des étudiants prennent part également à la décision, d'abord à la discussion avec les différents membres de ces conseils-là, quel que soit leur statut, et ont une voix dans la décision. Donc voilà, ça a vraiment fait écho entre notre vie professionnelle antérieure de soignante et notre vie de formatrice. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ou des partages d'expérience ou des choses que vous voudriez partager en dehors de ce qu'on vient de se dire? Eh bien non, on a impressionné le public ou absolument pas. Ok. Bah écoutez, nous vous remercions pour ce temps partagé. Donc la vidéo sera mise en replay sur la chaîne YouTube de la Fondation. Donc vous pouvez regarder ou passer l'info aux personnes qui éventuellement seraient intéressées. Écoutez, on vous remercie, puis on vous dit à très bientôt pour le prochain webinaire. Passez une bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci bien. Merci.